Séquence parcours pro, les amis, c'était vraiment une séquence du coup pour introduire ce truc-là de. On n'a pas eu le temps de beaucoup parler vraiment de vous, de parler de moi-même même, et de vraiment nous cadrer dans l'espace créatif au global qu'on veut parcourir. Parce que l'année dernière, on a rencontré des photographes, on a rencontré Toxine, on a rencontré des directrices artistiques comme Elodie Tuning, on a rencontré des artistes un peu polyvalents comme PM. Et du coup, ça m'intéressait de savoir un peu vous comment vous vous présentiez à travers ça. Alors je voulais du coup en apprendre un peu plus sur vous, même si j'en connais beaucoup, et vous permettre de vous livrer un peu plus. Et l'idée, c'était de vous demander d'amener un objet, que chacun amène un objet pour commencer à parler de soi. Ouais. Donc si ça vous dit, on peut commencer par ça. Ce petit objet, vous êtes tous bien ramené vos petits objets. Tu veux commencer? On voulait faire un pierre-feuille-ciseaux objet. On fait un pierre-feuille-ciseaux objet. Moi, je commence pas parce que je lead. Tu sais que tu vas perdre. Hein. Pierre-feuille-ciseaux objet, mais c'est avec plaisir. plaisir. C'est le premier pierre-feuille-ciseaux de la chaîne en plus. Oh là là! C'est gagné. C'est gagné complètement par le genre français, ça lui fait plaisir. Ça me fait plaisir, je t'en prie, commence. Tu peux prendre ton objet. Ah, c'est moi qui dois commencer. C'est toi qui choisis du coup. C'est moi qui choisis. Il a gagné, donc il commence. Non, c'est pas ça. Bon, tu commences. Mel, chérie, on te laisse nous parler un peu de ton objet. Qu'est-ce que tu nous as ramené aujourd'hui du coup? Mon objet, il est très simple et en plus, il est très évident pour les gens qui me connaissent. C'est le petit bob. Le petit chapeau que j'ai sur la tête. C'est ce bob violet? Forcément. Faut que tu le poses au milieu de la. C'est complètement non impossible. Parce que si je l'enlève, ça casse toute la matrice. Après on voit mes cheveux, c'est le bordel. Non mais c'est pas grave, on filme que le bonnet. Impossible. Cet homme a des très beaux cheveux. Je connais très peu d'hommes avec des cheveux. C'est pour ça que je les cache complètement derrière ce bob. Non, en vrai mon objet, parce que du coup quand on en avait discuté, tu nous avais dit en mode essayez de trouver un objet, soit qui vous représente, soit qui est important dans votre construction, dans la manière dont vous bossez, ou alors qui vous permet, en parlant de cet objet, de parler de votre manière de travailler, etc. Du coup, j'ai pas mal réfléchi, parce que je fais de la photo, de la vidéo, mais en même temps, je voulais pas juste ramener une caméra et dire, eh ben voilà, en fait, moi je fais des photos dans la vie, c'est chiant. et du coup, je me suis dit, bon, je vais réfléchir un peu. Du coup, je me suis creusé la tête sur qu'est-ce que je vais prendre, comment. Et en fait, en réfléchissant à comment j'allais m'habiller aujourd'hui, je suis là en mode, bon, bah, forcément, je vais mettre mon bob. Et après, j'ai dit, ben, en fait, c'est complètement ça, l'objet. Il n'y a pas un monde où ça peut pas être ça. Et du coup, pourquoi? Parce que du coup, pour ceux qui savent pas, ça paraît très bizarre de dire un objet important pour moi, c'est mon chapeau. En fait, tout simplement parce que moi, dans mes études, j'ai fait pas mal de trucs à droite à gauche. Je suis parti dans d'autres villes aussi, et je suis revenu à Toulouse. Et j'ai toujours été les études. C'est intéressant en vrai pour ceux qui nous écoutent. Ouais, ben en gros, en sortant du bac, j'étais archi paumé. Et j'étais vraiment dans un mood de je n'ai aucune idée de ce que je veux faire, mais on te stresse parce qu'à la sortie du bac t'as la conseillère d'orientation qui te dit tu devrais faire ça et ça parce que t'as un super profil pour ça. Et moi ça m'a complètement paniqué, je me suis dit j'ai pas du tout envie de faire ce qu'elle m'a dit, et donc j'ai réfléchi et je me suis dit je vais essayer de trouver des études qui sont le plus larges possible, comme ça je me laisse le plus de temps possible pour réfléchir et je vais dans des trucs où on fait un peu de tout, comme ça j'ai pas vraiment à choisir. Et du coup je suis allé dans un DUT de com, Infocom à Rodez en Aveyron, parce que j'avais de la famille là-bas et j'avais envie de changer d'air un peu. Et en fait, j'y suis allé dans l'optique de vraiment tester plein de trucs. Et c'est le cas dans un DUT Infocom, tu fais vraiment autant des trucs style marketing, comptabilité, stratégie, communication, etc. Autant tu fais pas mal de créa, du design, de la photo, de la vidéo, et tu fais aussi de la communication plus simplement. Tu fais aussi du théâtre pour apprendre à bien parler, à être à l'aise. Enfin, tu fais vraiment plein de matières hyper différentes. Et en soi, en sortant de ça, t'as quand même un bon bagage, selon moi, pour aller dans plein de métiers différents. Et donc, moi, j'ai fait ces études-là, et pendant ces études, j'ai continué à faire un petit peu de photos et de vidéos à côté pour le plaisir. Et plus ça avançait, plus je trouvais que ça me passionnait et que j'avais envie de vivre de ça. Malheureusement, à Rodez, bien que j'adore cette ville, c'est pas très mouvementé, et il n'y a pas énormément d'options quand on veut travailler dans le milieu photo-vidéo. Sachant qu'à cette époque-là, je commence à faire des stages dans des salles de concert. Du coup, je découvre un peu le milieu culturel et le fait de travailler avec des artistes, c'est un peu la galère, mais en même temps, c'est cool parce que tu fais des événements, tu fais vivre les gens, tu donnes du sourire à des gens que tu connais pas en organisant des événements qui se passent bien. Et du coup, je commence à toucher un peu du doigt ce truc-là d'événements où je me dis putain, c'est trop bien, je veux trop faire ça. Comment est-ce que tu trouves ton premier événement à travers ça? Dans un stage, en fait, je travaille pour la salle de concert Le Club à Rodez, qui est la seule salle de musique actuelle de l'Aveyron. Donc en fait, musique actuelle, c'est quelque chose qu'on décerne à des salles, et du coup, ça leur permet de ramener des artistes, on va dire populaires, et des artistes de musique actuelle. Donc tout ce qui est rap, pop, rock, metal, tout ça, on le met dans la case musique actuelle. C'est différent, par exemple, de la musique classique. C'est là où on le différencie.
Par exemple, pour ceux qui connaissent Toulouse, le Bikini, c'est une salle de musique actuelle, donc tu vas pouvoir voir du rock, du métal, du rap. Ouais. Mais la Halograin, c'est pas une salle de musique actuelle parce qu'ils peuvent mettre plutôt orchestre, exactement. Okay. C'est vraiment la différenciation qu'on fait, pardon. Donc en fait, je découvre un peu ce domaine-là. Et je me dis putain c'est trop bien, il faut que je fasse ça quoi. Il faut que je rentre là-dedans. Donc je reviens à Toulouse parce que je suis né ici donc c'était facile. Je reviens chez mes parents, je commence à trouver un appart. Ta ville en plus, c'est exactement. Ton fief. J'ai un grand amour pour ma ville et je commence à me creuser la tête un peu en me disant j'ai envie de bosser avec des artistes à Toulouse, mais c'est tellement une montagne et une marche hyper haute. Je connais personne, j'y connais rien. Je sais pas comment ça fonctionne, je sais pas qui fait quoi, qui marche pas, comment on fait pour réussir, pour rentrer dans ce truc-là. Et en fait, en discutant avec des photographes qui sont pas du tout de Toulouse, mais avec des mecs que je suis sur Insta et tout, on échange un peu sur les réseaux. Et y a un mec qui me dit, moi, à la base, j'allais faire des photos de concert. Et en fait, les photos de concert, comme c'est un truc entre guillemets un peu plus simple à faire que par exemple vraiment bosser pour un artiste, parce que du coup quand tu fais des photos de concert tu vas bosser juste pour une salle ou tu t'es moins impliqué dans le projet, du coup c'est plus simple d'y accéder et du coup en faisant des photos de concert c'est quand même un premier pas qui est intéressant. Clairement. Donc en fait ce que je me suis dit je vais essayer d'être dans tous les événements toulousains partout et qu'on me voit un peu partout et avec un peu de chance au fur et à mesure que les gens vont me croiser, que les gens vont me voir, que je vais faire des photos et que je vais leur montrer si ça leur plaît, et ils vont me dire ce mec il est cool, en plus il est pas trop mauvais, je vais le rappeler. Et du coup c'était mon idée à la base. Donc je fais un premier événement, ça se passe bien et tout. Pour la petite anecdote, le mec m'envoie une accred, je demande une accred pour le Bikini et le mec m'envoie un message 2 heures avant en disant désolé en fait ça va pas être possible. En fait, il y a pas la place. Et moi, j'étais déjà dans les transports avec mon appareil photo. J'avais déjà prévu tout mon truc en mode, ça y est, c'est mon premier concert. C'était Spiral Festival au Bikini. Okay. Il y avait Mandarine qui jouait à l'époque. Et vraiment, j'y vais en mode, putain, c'est trop bien. Je vais faire mes premières photos de concert et tout. Et le mec m'envoie un message, même pas 2 heures, genre 1 heure avant, en mode, mec, au final, je t'ai pas dit, désolé, il y a pas la place. Donc ils ont pris quelqu'un d'autre au dernier moment. Du coup, j'arrive devant la salle. Et je me dis, la vie de ma mère, j'y vais. J'ai pas bougé mon cul jusqu'à là pour ne pas y aller. Flemme. Du coup, je rentre. Le mec de la sécu me dit, vous avez la crède et tout. Je dis, non, désolé, parce que j'ai les affaires, mais je dois aller voir la responsable, elle est là-bas et tout. Bluff de fou. Il me dit, allez-y, passez. Et je dis, mais si jamais je la retrouve pas, je viens vous revoir et tout. Ok, pas de problème. Je rentre. Et là, je vois un autre photographe qui marche comme ça. Je le suis. Et l'autre photographe, aller rejoindre la fameuse responsable du Bikini qui donne les accréditations pour ce soir-là en tout cas. Et du coup, il va la voir et il lui dit du coup pour la crède et tout, je m'appelle machin. Il lui donne la crède et moi je la chope juste derrière, elle passe et je lui dis et moi la crède et tout. Elle me dit ah non désolé, y a pas d'accrède là, j'ai tout donné. Et je dis c'est trop bizarre. Moi j'ai eu Thomas au téléphone et qui était le mec que j'avais eu en contact sur Insta qui m'avait dit désolé pas possible. Mais je me dis avec un peu de chance ils se sont pas parlé. Et du coup, je dis, j'ai eu Thomas au téléphone. Enfin, je suis là, j'ai mon matos. Vous savez, moi, j'ai d'autres prestats, j'ai autre chose à faire de ma vie. T'as dit ça? Là, je viens, je donne de mon temps et tout. Vous pouvez pas me lâcher maintenant. Moi, j'aurais pas été aussi confiant, tu vois. Et je fais toute une scène théâtrale en mode, non, mais là, vous savez pas, moi, ça me met dans la merde, là. Si moi, je fais pas mon truc ce soir, comment je fais? Vous imaginez, j'ai tout le transport, le machin et tout. Et la meuf, elle me dit, tiens. Elle sort une autre accred, elle me la donne. Je trace. Et après, je croise Thomas, qui me dit, t'es là au final? Et je dis au final ils avaient une accred en plus, coup de bluff total. Et du coup j'ai fait mon premier concert comme ça. Si on croise Thomas sur cette chaîne YouTube. Big up le Spiral Festival, vraiment je vous adore, désolé pour ça. Vous avez lancé une carrière. Hein. Mais ouais, du coup c'était mon tout premier événement. Et à ce tout premier événement là j'avais mon bob parce que juste j'avais besoin d'avoir un truc sur la tête quoi. Et en fait quelques semaines après je croise un mec qui me dit putain mais je t'ai vu à l'event, c'était pas toi avec le bob et tout machin. Et moi je calcule pas trop ça. Et en fait plus ça avance, plus je me remémore ce moment-là et je me dis, c'est un mec qui me connaissait pas, qui est juste venu voir un concert en tant que spectateur et qui se souvient de m'avoir vu dans la ligne des 10 photographes qu'il y avait dans ce soir-là. Il se souvient de moi parce que j'avais un bob un peu marquant et qu'en vrai personne trop porte. Il y avait un élément reconnaissable. Et qu'il n'y a pas grand monde qui porte du violet. Et du coup je me suis dit, ok, il faut jouer sur ça. Maintenant, dès que je sors de chez moi pour aller faire un truc avec un appareil photo, bob violet. Et en fait, j'ai commencé à le mettre partout, à aller dans tous les bars, toutes les salles de concert, tous les trucs, les studios, les machins. Dès que j'allais quelque part, bob violet. On s'est rencontré la première fois d'ailleurs. Ouais. Exactement. Et en fait, c'est devenu hyper reconnaissable pour les gens
il y en avait qui le jouaient en mode blague, en mode ah ouais le Bob violet machin. Mais en fait ça a vraiment servi parce que il y a plein de gens que j'ai rencontrés qui venaient me voir en me disant ah mais je t'ai déjà vu là. Ah tu fais de la photo, et du coup là on engageait la conversation comme ça, au final on devenait potes, on sympathisait, clac, et après il m'appelait sur des projets, et même encore aujourd'hui ça me le fait. Récemment là au Rose Festival, où je me suis fait arrêter en plein milieu du Rose Festival, dans la foule, un mec qui m'a dit mais c'est pas toi le mec qui fait les photos et tout sur Insta. T'avais pas d'accred en Ou fait. le mec de Post-it, ça m'est arrivé Thomas, aussi. Il l'a retrouvé, tu sais. Ça m'est arrivé. Je savais. J'espère qu'il va jamais me retrouver. Mais ouais, tu vois, même sur Post-it, ça m'est arrivé parce que l'air de rien, du coup, sur les épisodes Post-it, je le mets à chaque fois. Et en vrai, je sais que 90% des gens qui me reconnaissent de l'émission, c'est pas parce que j'ai parlé longtemps ou machin ou parce que j'étais là, c'est parce que j'ai le Bob et que vous, sûrement, vous l'avez pas et qu'il y a pas grand monde qui a un Bob violet. Du coup, les gens retiennent ça. Donc en vrai c'est un objet entre guillemets. Quand tu m'as dit objet, j'ai pris ça parce que c'est pour moi hyper significatif de l'évolution de je suis un mec, j'arrive dans une ville, personne me connaît, j'ai aucune idée de ce que je vais faire, juste j'ai trop envie d'être là-dedans, et là maintenant on est 1 an et demi, 2 ans après, et c'est trop bien parce que j'en vis pas encore complètement, mais j'arrive à avoir des projets tous les jours et toutes les semaines avec des artistes musicaux à Toulouse, et je suis dans plein de projets hyper cool. Et tout ça, c'est un peu grâce au Bob, parce que les gens me reconnaissent avec ça. C'est bon. Donc, la success story du Bob. C'est que le Bob. Revenez dans 1 an ou dans 10 ans, si vous tombez sur cette vidéo, est-ce que Maël Chéri est devenu le Bob violet original et sacré, le Pokémon Shiny, après, qu'il pensait devenir? Avant que je te connaisse, on m'avait déjà parlé de toi. Sous forme de Bob violet. Sous forme de Bob violet. En fait, ça m'a dépassé. Mais je savais pas que c'était toi, parce que je t'avais déjà vu sans Bob violet, avec une casquette verte, par exemple. Mais c'est lui le Bob violet, genre. Ok. Mais c'est fou parce que quand je t'ai rencontré pour la première fois, tu l'avais pas. J'étais en mode mais c'est impossible que ce soit le même mec. C'est pas parce qu'il avait pas de Bob violet. Mais vraiment pour le coup ça marque des gens. Moi j'ai un souvenir d'un concert au Winger où j'étais au taf, et du coup je sors du taf et je suis habillé normal avec une casquette et tout, je rentre, je vois un mec au loin, je vais lui dire bonjour, il me regarde trop mal. Et 5 minutes après, il vient me voir en mode putain mais mec, désolé, je t'ai pas reconnu, t'avais pas ton Bob et tout. Oui, c'est vrai. Et du coup, j'étais en mode ah ouais, ok. Il y a vraiment, il y a une double personnalité. Non, c'est fou, hein. Il faut que je l'ai. Ça fait la forme de ton visage, en vrai. C'est ça. Ce Bob. Donc je le garde et je le garderai encore pour l'instant. Donc t'encouragerais les personnes à développer, les personnes qui veulent se développer dans le domaine créatif, à développer une identité peut-être à travers ça. Peut-être pas un Bob, mais et en vrai, trouver leur identité. Ce que tu dis, tu vois, ça me fait grave penser, et c'est trop bien parce que ça rappelle les épisodes qu'on a fait l'année dernière. Quand on fait l'épisode avec Elodie Tuning, qui est notre tout premier épisode, on se voit plusieurs fois avant l'épisode pour discuter de comment on va le faire, etc. et tout. Et un soir, on va boire un verre et je discute avec elle et je me souviens de ce qu'on discute. Et en gros, moi, je lui dis, moi, je déteste qu'on voit ma tête et je déteste être médiatisé et tout machin. J'aime pas. Et déjà, la Post-it, vas-y, c'est cool, mais ça me stresse parce que je vais être devant la caméra, c'est moi qui vais devoir parler, et j'avais trop la flemme parce que pendant 1 an avant, je m'étais foutu dans la tête que j'allais monter une image où on verrait pas ma tête, où il y aurait juste mes créations, juste mon art, sans ma tête, et j'étais vraiment persuadé que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Et au final, j'arrive à Post-it et tu me dis bon, du coup, mec, toi, t'es super, tu vas passer devant la caméra et tu vas parler. Donc déjà, ça casse littéralement tout ce que j'avais réfléchi. Qui torture ses salariés non payés. Non, t'es gentil. Non, c'est clair. Mais du coup, j'en parle. Je pense que même globalement, humainement, tout le monde t'aurait toujours vu à cette position-là de parler, de création. Moi, pas du tout, tu vois. Moi, j'étais vraiment pas dans ce truc de ok, je vais parler. Et en fait, j'en parle avec Elodie et elle me dit, mais mec, en vrai, c'est trop bien de faire de la créa et tout, mais en fait, ce que tu vends, c'est pas tes créas, c'est toi en tant qu'artiste. Et du coup, elle me dit, moi, j'ai la même réflexion que parce que du coup elle a fait des vlogs et tout, donc elle était déjà dans un stade très avancé de montrer sa personne, sa personnalité, comment elle travaille, tout ce qu'elle fait et tout. Et en fait elle me disait, moi j'ai vite compris que j'étais obligé de faire ça parce que les gens ils s'intéressent pas que à tes créas, et que si les gens veulent travailler avec toi, c'est aussi parce que humainement ils apprécient le personnage ou la personne, et au-delà de ce que tu es capable de produire comme boulot. Et en fait du coup ça m'a fait tilt de ok, il faut bien sûr que je bosse sur mes compétences pour être bon, pour être fort techniquement et pour pouvoir tenir la route quand je suis sur un projet. Mais en fait, la réalité, c'est que 90% des projets que je fais maintenant aujourd'hui, c'est pas du tout parce que je suis le meilleur dans le domaine, mais juste parce que je m'entends bien avec la personne. Et en vrai, si on réfléchit un peu, dans la même ville et à 5 minutes de différence, on trouve un mec bien plus fort que moi dans ce que je vais faire. Bien sûr, mais par contre, on me choisit moi aussi parce que des fois, humainement, ça passe bien, et que du coup il y a les deux qui, bien sûr, les compétences sont importantes, mais en fait le côté humain c'est hyper important. Évidemment, et comme on est des artistes dans un sens, il faut quand même qu'on se vende nous
au-delà de vendre nos compétences et notre talent, quoi. Et ça, je l'avais pas du tout réfléchi, tu vois. Il y aura toujours meilleur que nous, on va dire. Après, c'est ce côté-là humain aussi que les gens vont chercher, parce que des mecs trop forts, ça peut être des fois trop intimidant aussi, tu vois. Moi, j'ai l'impression, tu vois. Il y a un côté inaccessible ou un côté trop parfait, tandis que quand on est avec des créatifs ou qu'on bosse avec des mecs qui te proposent des services qui sont plus dans une dynamique artisanale, je pense, comme nous, on a l'occasion de le faire et de le vivre. C'est une autre façon de bien vendre les choses, je pense. Je suis navré, je vais me faire engueuler, j'ai encore trop parlé. Non, c'était super. C'était tellement avec plaisir. Je vois la prod, hein, je vous vois. Ne croyez pas que je vous vois pas avec vos regards assassins. Allez hop, j'ai vu que j'avais fait des bêtises. La gueule. Non, il y a eu autre chose. Comment tu te décrirais professionnellement en termes de titres? Premièrement, tu mettrais quoi si tu devais choisir trois professions? Cool. C'est pas un boulot, ça. Ah merde. En termes de domaine créatif, tu dirais que t'es photographe, directeur artistique, designer, tu fais beaucoup de choses. Maintenant j'aime bien dire directeur artistique parce que en fait ça colle un peu avec le fait que je me cherchais et du coup j'aimais bien toucher un peu à tout. Du coup j'ai fait un peu de graphisme où je faisais de l'ADA, des logos, des affiches. Des montages, je faisais un peu de photos, que ce soit shooting ou report d'event, et je faisais un peu de vidéos, que ce soit réal ou juste captation, montage, etc. En parlant de réal, du coup, en plus, t'as sorti quelque chose récemment? Ouais, carrément. J'ai sorti un peu d'actu, petit clip d'Edin Seka. Depuis, ça fait quelques mois qu'on travaille dessus, ça fait plaisir. Félicitations. En vrai, c'est un peu la première vraie réal où je gère vraiment la réal très poussée, où j'étais vraiment à la base de l'idée et je suis allé jusqu'au bout de mon idée. Donc je suis très content, c'est sorti, c'est dispo sur YouTube, n'hésitez pas à aller le voir. Il sera affiché, vous aurez. Mais du coup, je dirais directeur artistique, parce que je trouve que c'est peut-être un peu pompeux, hein, mais c'est un peu le titre qui englobe sur un projet en tant que directeur artistique, tu peux être autant amené à toucher Illustrator pour faire des logos, à prendre un appareil photo pour faire des photos ou des vidéos et à faire du montage ou de la retouche derrière. Et tu peux, soit tu fais travailler les autres là-dessus, en les aiguillant dans l'idée que t'as, soit tu le fais directement toi. Donc j'avoue que c'est un peu un titre qui, pour le moment, me correspond plutôt bien. Mais ça évolue pas mal parce que comme j'aime bien expérimenter, faire plein de trucs, ça bouge tout le temps un peu, mais pour l'instant, gérer ça. Cool. C'est le feu. Cool en vrai. D'accord, donc photographe, directeur artistique globalement, designer. C'est ça. Pour un peu vulgariser là-dessus, quand on parle de direction artistique, de design, on parle de création d'identité visuelle, on parle de création d'éléments graphiques. Donc sur une base de communication, tu disais qu'on était des artistes, mais à la fois en fait aussi des communicants. Ouais, de ouf, il y a une réalité et je pense que c'est ce que vous partagez ensemble. Moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai du mal, tu vois, donner un titre à quelqu'un sur quelque chose, parce que moi j'étais à l'école avec des gens, ils voulaient à la base tous faire graphiste, et au final ils ont fait un master directeur artistique pour faire de la direction artistique, mais au final à la fin ce qu'ils veulent faire c'est du graphisme, quoi. Et c'est compliqué parce qu'il y a tellement de titres, il y a tellement de métiers, il y a tellement de choses de spécialisation, de spécialisation que se donner un titre, c'est après c'est nécessaire quand même. Enfin, je veux dire que on se présente comme là on le fait, il faut quand même présenter ton domaine d'expertise pour qu'on puisse te classer quand même intelligiblement. C'est pour ça aussi que j'aime bien le côté évolutif, tu vois. Ça peut changer. Et c'est pour ça que ce directeur artistique, ça va bien par rapport à tes compétences de 1 et en même temps à ce que tu fais aussi. Donc, là où je trouve que c'est compliqué, c'est de proposer un nom, tu vois, qui encadre suffisamment bien tes compétences et qu'on puisse te définir par rapport à ça. Alors moi, je te propose de continuer la main. Si toi, t'as fini, mon cher Maël. En transit. Parle-nous de ton objet, de ton expérience. Et du coup, nous parler à travers cet objet de tes études, de ce que toi, tu fais dans ce domaine-là. C'est parfait parce que cet objet me ramène à mes études. C'était... en vrai, je vais le prendre. On dirait qu'il a 45 ans quand il parle. Il me ramène à mes études à l'époque. Mes études de ouf. Mais quand ça s'éclaira à la bougie, ça c'était c'était mon premier livre portfolio. Il y aura des petits plans de coupe aussi. Ouais. Donc c'était mon premier livre portfolio que j'ai fait. Comment expliquer ça? Donc en gros, donne-nous une année déjà, une temporalité. Là on est en 2017-2018, 2018 et jusqu'à 2018-2019. Et en 2017, je me dis, donc moi j'étais en bac S. Et donc j'ai fait, je faisais de la créa déjà depuis un moment, je faisais de la photo principalement, de la vidéo aussi, et je me suis, on m'a dit, j'étais en école de cirque. Et on me dit tu sais que tu peux faire une spécialité cinéma pour ton bac, parce que moi mon bac c'était vraiment la créa, je passais mon temps à bosser, on avait un studio avec un pote sur lequel on passait tout notre temps, et mes parents juste à côté qui me disaient oui mais sauf que t'auras jamais ton bac. Donc moi j'ai essayé de trouver des moyens pour avoir mon bac autre que les notes de maths et de physique.
Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait j'ai fait du volley. Donc on a fait 3e de France au volley. On a fait du cirque et je pouvais faire passer une 3e spécialité autre que l'anglais, c'était le cinéma. Et donc comme je faisais de la vidéo, c'était un lycée des études 2.0 là, en vrai. Non, en fait, le truc c'est que j'étais la seule personne dans mon lycée à demander un bac spécialité cinéma. OK. Et donc mes profs qui me disent bon, on va t'accompagner toute l'année et tout, l'objectif c'est de produire un film que tu vas présenter, tout ça. Et là t'es tout seul à ce moment-là? Là je suis tout seul. En solo. Je suis tout seul en solo, ma seule caméra c'est un 1300D avec un 50 mm. Je peux aller nulle part. Et parce que j'avais même pas mon permis à l'époque, donc c'était catastrophique. Et les profs ils me disent on va t'accompagner, t'as des questions de culture G, tout ça. Moi je n'y connais rien à la culture française, je reviens des Pays-Bas, j'avais fait toute ma vie en Afrique. Donc j'y connais rien. Ça n'a rien à voir. Ils vont m'aider. Il y a une grosse différence. En fait, le truc c'est que donc moi j'ai été beaucoup en Afrique et à ce moment-là, on a une influence principale de la culture africaine qui est super importante et qui nous permet justement d'avancer aussi d'un point de vue artistique. Visuellement de ce qu'on a ici. Complètement, complètement parce que donc ma mère par exemple, elle faisait de la peinture sur porcelaine. Et j'ai toujours vu ma mère faire de l'art. Et donc elle a voyagé partout elle aussi. Et elle a peint donc une série de femmes africaines de son village et de plein d'autres endroits. Plein d'autres endroits, justement pour développer cette culture et qu'elle a ramenée en France. Et donc ma mère a toujours fait de l'art, quoi. Trop stylé. Et donc moi je me suis dit bah let's go, il faut absolument que je fasse la même chose et que je développe mes compétences artistiques. Donc je fais mon bac spécialité cinéma et je me dis je vais faire un film sur la trottinette freestyle. Parce que moi j'ai toujours fait de la trottinette freestyle. En plus de tout le reste que t'as dit avant, donc, en plus du cirque, du volley, de tout le reste, trottinette freestyle. Il faut savoir que Alex a une expérience, moi je le sais, on en a parlé, dans la trottinette freestyle qui est quand même bien plus aboutie qu'on ne le pense. Tu es un crack, comme on dit. C'est un crackito. J'ai fait beaucoup de trottinette freestyle. Un vrai professionnel, presque professionnel, semi-pro. 2017. Je me suis blessé, 2016, je me suis blessé. Ça fait un peu l'excuse de fin de carrière et tout, mais c'est un peu vrai. J'avais pas le choix en fait. Ouais. 2017, je me dis il faut absolument que je me remette dans la créa et dans la trottinette et avec ça et je vais faire de la créa, tout ça, de la vidéo. Et donc je fais un film sur mes potes qui font je commence mon film sur mes potes qui font de la trottinette. Et je me dis je vais sortir un film un peu style skate, vous savez les années 80 avec Thrasher, tout ça. Trop bonne influence. Et donc je commence mon film. Je sors des trucs qui sont super, je suis trop content de ce que j'ai fait, mais en même temps je découvre plein d'autres sportifs, créatifs, tout ça, qui m'ont dit ouais mais on aimerait trop que tu sortes un petit segment sur nous. Et en fait j'ai construit mon film à partir de là, je l'ai appelé Le Talent. Et superbe expérience. Donc superbe film sur les réseaux. Est-ce que c'est quelque chose dont tu es fier encore maintenant ? Donc je suis fier de ce film. Est-ce qu'on peut je suis vraiment fier de ce film. Je ne l'ai pas sur sur YouTube. Mais on pourra peut-être l'afficher quand même à l'écran là. Ouais, on peut. À voir. Ouais, on met des extraits. J'ai un teaser sur YouTube de la partie trottinette avec un de mes meilleurs potes de l'époque. C'était Bichoco. Il est à La Réunion là, il vit trop bien. Je l'ai rencontré en plus. Mais en plus tu l'as rencontré. Il est super. Et justement dans ce c'était Bichoco. Donc à la fin de ce film, il invente complètement tout ce qu'il raconte depuis tout à l'heure. Vraiment pas. À la fin de ce film, j'ai décidé d'en faire un livre parce que pour moi c'était important d'avoir un objet physique justement qui était associé à ce film. Et donc j'ai mis par exemple Bichoco. Donc Bichoco, le fameux. là comme on peut le voir. Le fameux qui fait de la trottinette toujours, qui est un crack, qui fait des super vidéos et je l'ai poussé à aller dans la vidéo, donc je suis trop content. Et ensuite j'ai mis tous les artistes que j'avais filmés pendant ce film. Cool. Donc c'est un premier objet graphique en fait. Ce film je le présente au bac avec ce livre. Donc les mecs ils me disent ouais mais c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir par rapport. C'est le bac de maths, de maths en fait. Ici, non parce que c'est le bac de philo en fait. Vous êtes trompé. Je vais à 2 heures de route dans une école de cinéma pour présenter mon film devant avec côté de plein de mecs qui font du cinéma. J'ai jamais fait de cinéma de ma vie. Moi j'ai en fait ça n'a rien à voir avec le cinéma avec parce que t'arrives avec ton petit cahier. Moi j'arrive avec mon petit cahier. C'est sûr ils ont dû déchanter évidemment. Ils ont dû déchanter. Ils leur ont dit c'est un mec il est en cirque. Il est en cirque et il a pris option cinéma, il débarque avec un produit fini et c'est sûr ils ont dû rien comprendre. Et du coup j'y vais, je fais ma présentation et les mecs ils me sortent
Ah, mais c'est incroyable. Parce qu'à ce moment-là, je donnais des cours de trottinette à des enfants. Et les mecs avec qui j'ai fait la présentation, je donnais des cours à leurs enfants. Stylé. Et du coup, ils m'ont demandé des petites signatures pour leurs gamins et tout, parce que je faisais de la trotte, tout le bordel. Et ils ont kiffé le film. T'étais déjà au-dessus du... du coup, je me suis placé trop bien. Ils ont kiffé le film, et à ce moment-là, j'ai eu 20. Et je me suis dit, en fait, c'est vraiment ça que... Enfin, là, c'est la concrétisation de ces années de travail sur le fait que, en fait, je suis pas si mauvais que ça. Il y a des gens qui valident mon travail que j'ai jamais vu de nulle part et qui sont super contents que... Trop stylé. Voilà. Et du coup, je vais continuer là-dedans. C'est une belle histoire. Et donc, le petit livre qui s'appelle In Front, The Story of My Eye. Voilà. Wow. Et cette cover avec ta tronche dessus, elle est super parce que c'est une photo qui est encore existante sur les réseaux. Tu peux le voir, je te le passe dans un instant. Mais c'est catastrophique d'un point de vue graphique. C'est que je n'avais absolument pas vu que c'était toi déjà. C'est moi, c'est moi avec mon 1300D. Putain, c'est génial, mec. C'est fou. Et il est horrible d'un point de vue graphique, les typos, ça va pas, y a rien qui va. Mais en même temps, mec, t'es en troisième... non, t'es en terminale, c'est abusé de... Terminale, je découvre Photoshop et tout. Et après, du coup, tu te lances dans le domaine graphique, tu trouves une école qui s'appelle Innov, qui est ici. À ce moment-là, j'avais déjà mon école parce que je savais que je voulais faire de la créa, tout ça. Mais j'avais mes parents derrière qui me disaient que, voilà, enfin, genre, déjà, essaye d'avoir ton bac, ensuite on verra. Parce que pour eux, j'avais pas mon bac, ça c'était clair. Moi c'était simple, je passais mon temps sur l'ordinateur en train de monter des clips de mes potes et à faire de la photo à tout va et jamais j'aurais eu mon bac. Donc c'est ça qui m'a sauvé parce que vraiment j'ai eu 20 avec ce film. J'ai eu 20 en volley parce que j'ai fait les championnats de France. Et ensuite avec mes autres options, anglais, espagnol, tout ça. Parce que littéralement j'ai eu 5 en maths. Moi aussi. Félicitations. Ravi. Bravo. Merci. Bravo. En S. Combien en maths, toi? Moi, j'ai pas eu de maths. T'as pas eu de maths? Wow. Non, Covid. C'était le bac Covid. Non, mais... Bon. Beaucoup de personnes peut-être qui nous regarderont sur cette même team du bac. Après, j'ai eu 3 en français, vous savez, on s'en passe. Hein. Je pars avec des points de retard en français. On s'en passe du lycéen, vraiment. Donc dis-toi que mes parents, ils étaient en mode déjà essayer d'avoir ton bac, ensuite on verra ce que tu feras. Et au final, tu leur ponds ça. Magnifique. Donc j'ai eu le bac avec mention. J'avais déjà choisi que j'irais chez Innov parce que le fait d'avoir cours que le matin, c'était ultra intéressant. Donc Innov qui est là où on tourne aussi et qui est l'établissement dans lequel on a fait tous les 3 nos études. Donc nous, on les finit là actuellement. C'est ça, on est en train de finir nos études. Sur notre fin de master de direction artistique, expert en digital content. Et toi, tu as fait un master? Et moi, j'ai fait un master en spécialité direction artistique, spécialité UX design et UI design, donc tout ce qui est site internet et conception orientée utilisateur. C'est ça. Trop bien. Donc tout ce qui touche un peu à l'expérience utilisateur, vous, ce que vous voyez, est-ce que vous expérimentez au jour le jour sur le contenu de vos réseaux ou que ce soit sur des applications des sites internet, c'est ce qu'on appelle de l'expérience utilisateur en fait. C'est fou parce que le premier sujet que j'avais eu justement en master, c'était un sujet de géopolitique. Et donc incroyable parce que on croirait jamais faire de l'UX dessus, mais ça paraît tellement logique de par les questions qui étaient posées. Donc c'était le Bitcoin au Salvador. C'est fou, mais c'était une vraie question et du coup sur lequel on a trouvé des vraies solutions et qu'on a développé au maths.